Après la présentation de l'état des lieux, de la demande des chargeurs, de leur état d'esprit sur le commerce maritime, les ports, les terminaliers, les compagnies maritimes, eh bien, l'avenir, comment voit-on le transport maritime en 2024? Mesdames, Messieurs, nous retrouvons Jean-Marie Petit-Didier, directeur général Les Mousquetaires Intermarché Commis, Amalouis, directrice du développement commercial du port de Marseille, et Anne-Sophie Fribourg, que nous accueillons, présidente de la commission maritime TLF Overseas. Reprenez place comme vous pouvez. Les sièges ne sont pas d'un confort exceptionnel, mais ils sont fiables, contrairement au RER qui a tenté de m'amener ici jusqu'à Bonport. Madame Fribourg, vous n'étiez pas là tout à l'heure. Merci d'être là. Vous êtes présidente de la commission maritime. Bonjour, TLF Overseas. Que voyez-vous venir dans votre boule de cristal pour 2024? Comment se portera le commerce maritime? Quelle tendance voyez-vous? Très bonne question, très difficile d'y répondre. Je crois qu'on nous évoluons. Alors moi d'abord je représente ici les commissionnaires de transport, donc de toute taille en France. C'est-à-dire les intermédiaires. Les intermédiaires, exactement, les organisateurs de transport. Et nous avons donc des clients de toute taille, depuis les très gros et jusqu'aux petits clients, en termes, je dirais, on dit petits clients en termes de volume en tout cas. Voilà, on évolue depuis quelques années dans un monde extrêmement complexe, difficile. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai le sentiment que les commissionnaires ont de plus en plus de mal à se positionner parce qu'il se passe des choses, il se passe sans arrêt des choses. On a eu une année 2023 avec une demande. On regarde toujours l'évolution de la demande et de l'offre. C'est un marché qui est régulé par l'offre et la demande, quoi qu'il arrive. Avec ce qu'on appelle les Black Swan Events, on a eu le Covid, on a eu l'incident du canal de Suez en mars 2020, et puis maintenant la Red Sea, et on se rend compte qu'on est de plus en plus soumis à des aléas qui soient climatiques, qui soient géopolitiques, et qui frappent le commerce international et ont des répercussions majeures pour les chaînes logistiques, et qui systématiquement désorganisent la chaîne de transport. Donc un événement majeur fin 2023, donc la Red Sea, les incidents de la mer Rouge. Et nous étions début décembre sur une perspective de taux de fret qui avait baissé, qui avait baissé parce que il y a eu pas mal de capacité qui est arrivée sur le marché, et une demande finalement qui n'était pas là, et une perspective de rebond classique avant le nouvel an chinois. Voilà. Et puis la Red Sea arrive, et les armateurs déroutent les navires au fil des semaines, avec un armateur français qui continue à passer quelques bateaux dans le canal de Suez, et là des problématiques de capacité. Et je dirais que pendant cet incident, il est intéressant de voir que là, par rapport au Covid, la différence, c'est qu'on a des armateurs qui ont une réserve de capacité, ce qui n'était pas le cas pendant le Covid, puisque quand tout s'est désorganisé au niveau mondial, finalement les armateurs n'avaient plus de bateaux. Et c'est là où ça c'est devenu très tendu, qu'il y a eu des problématiques d'espace, d'équipement, etc. Je ne vais pas revenir sur le Covid, mais la différence là sur l'événement mer Rouge, c'est que les armateurs ont une réserve de capacité, donc ils vont l'injecter pour pouvoir continuer à servir, à avoir des rotations régulières. Et donc la nécessité de mettre plus de bateaux. Ils ont beaucoup investi après le Covid, leurs bénéfices, en achetant des nouveaux bateaux. Donc, ils ont massivement investi, et il y a eu une grosse arrivée de navires l'année dernière. Qui a absorbé le choc des Houthis, c'est ça que vous dites? Pardon? Cette surcapacité a permis d'absorber en partie. Cette réserve de capacité a permis d'avoir des navires pour les rajouter, puisque les transit time, les temps de voyage étant allongés de manière significative en passant par le canal de Bonne-Espérance,
il y a eu un besoin de rajouter de la capacité. Donc ils avaient des réserves. Et je dis ça parce que on dit toujours c'est un équilibre offre-demande. Finalement, c'est ce que disait Rolf Aben-Janssen au TPM il y a 15 jours. Il disait finalement, c'est bien d'avoir un peu de buffer en capacité parce que ça nous permet de continuer à assurer le service. Voilà. Et là, on a quand même une situation très tendue puisque évidemment, il y a eu toute une période où la chaîne s'est désorganisée. Aucune perspective d'arrivée de navires, très très difficile de communiquer à nos clients des informations fiables, donc les datas est très compliquées, la compréhension du marché, une demande qui finalement a baissé au fil du temps puisqu'on arrivait au Nouvel An chinois, et aujourd'hui un peu de rebond de la demande après le Nouvel An chinois. La situation semble se stabiliser. Ce dont j'ai pas parlé, c'est les taux de fret qui ont augmenté de manière extrêmement forte pendant les 2 premiers mois de l'année. La tendance est baissière sur le marché aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les mois à venir? On voit une situation qui se stabilise. Des armateurs qui n'ont aucun intérêt à ce que la situation change et à repartir par le canal de Suez, parce que finalement, c'est quand même un effet d'aubaine. Même s'il y a une augmentation de leurs coûts, je crois qu'il faut quand même le dire, ça ne faisait pas du tout partie de leur prévision de l'année 2024, donc je pense qu'il y a un effet d'aubaine. Et on va avoir un marché qui, en tout cas dans les mois à venir, on dit que la situation ne devrait pas changer avant la fin du 2e trimestre, voire le 3e trimestre. Personne ne sait ce qui va se passer en termes de géopolitique. Et les armateurs ont finalement réussi à stabiliser leurs navires, travaillent maintenant sur... je dirais avoir un peu plus d'efficacité opérationnelle. Donc voilà, le marché se stabilise, la tendance est baissière. Moi, je pense qu'au niveau des taux de fret, on va de toute façon avoir des taux de fret plus élevés que ce qu'on a pu connaître l'année dernière, en 2023, notamment à la fin de l'année où les taux avaient énormément baissé. À cause de cet effet d'aubaine, autrement dit, les armateurs en profitent. Je ne dirais pas comme ça, mais... c'est un peu ce que vous dites. Je dis qu'ils ont une fenêtre de tir, voilà, et que sur le marché spot, c'est un peu différent. Je pense que Jean-Marie en parlera pour les contrats long terme, pour les grands clients, les BCO, où là, je pense que les négociations sont plus faciles, peut-être, Jean-Marie le dira, que pour le marché spot, en fait, où les taux varient. Donc, on va avoir de la volatilité, un service qui devrait s'améliorer à terme, et puis quand même, au 4e trimestre, et je pense qu'on en parlera après, on va commencer à voir la réorganisation des alliances, qui va probablement aussi désorganiser le marché, parce qu'il va falloir se réorganiser avec l'alliance Gemini. Entre Hapag-Lloyd et Maersk. Hapag-Lloyd, et puis on ne sait pas ce que The Alliance va faire non plus. Donc voilà, réorganisation des services en perspective, volatilité des taux de fret sur le marché spot, des contrats long terme un peu plus bas. Et on a aussi quand même sur le Transpacifique la problématique du canal de Panama qui restreint les transits de navires à destination de la côte est des États-Unis. Donc certains étaient passés par le canal de Suez, voire le canal de Bonne-Espérance, certains services. Et la perspective des négociations avec les syndicats sur la côte est des États-Unis qui va entraîner probablement une congestion dans les ports américains de la côte ouest qui vont compenser ce qui va se passer sur la côte est. J'ai fini, j'ai trop parlé. Non. 2024, si je résume, ce sera l'imprévisibilité, ce sera le conditionnel, on ne sait pas. Beaucoup de peut-être, beaucoup de si, oui. Et une capacité qui devrait augmenter de 11% cette année. On prévoit une demande à 2%, donc on voit déjà que là, il y a un déséquilibre avec une zone euro qui est plutôt beaucoup plus basse. Donc voilà, un déséquilibre offre et demande peut-être un peu structurel. Vous avez cité les alliances, notamment de Gemini. Madame Louis, Gemini, Hapag-Lloyd et Maersk, qui ont dit que voilà, ils arriveront en gros, je résume, à Tanger et Algeciras, et ensuite qu'ils vous desserviraient de là. C'est une tendance en 2024, le changement durable, pérenne des...
Je trouve plus le terme que je voulais employer, mais ça va me revenir. Allez-y. Vous me posez des fois des questions où je suis absolument pas du tout concernée. Je ne pourrais pas répondre à la place de Hapag-Lloyd. Vous êtes un port, vous voyez les bateaux qui arrivent et qui repartent. Alors, et vous voyez les tendances pour 2024. Tout ce que je peux dire, que évidemment, tous ces sujets, tous ces événements provoquent des vertiges auxquels on doit faire face. Mais il faut partir du principe que le monde du transport, ce n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. Quand il y a des difficultés comme ça, c'est là où on arrive à trouver des opportunités. Évidemment, je partage quelques éléments qui ont été dits auparavant. Il y a une... chez les armateurs, il y a un certain nombre d'enjeux, là, de changements qui ont été imposés par la situation géopolitique, naturelle, etc. Et donc, en fait, l'armateur adapte l'offre en fonction de tous ces paramètres. Évidemment, il y a des nouveaux navires qui sont rentrés l'année dernière, qui rentrent encore cette année, qui rentreront l'année prochaine. Donc, il y a un renouvellement de la flotte, mais il y a un renouvellement plutôt une adaptation de la capacité. Il y a les alliances donc l'alliance asiatique avec CMA CGM et les asiatiques, elle a été prolongée jusqu'en 2032, ce qui est quand même pour nous une opportunité, parce que il y a certaines alliances qui se stabilisent, ça veut dire qu'il y a quand même de la continuité. Maintenant, évidemment, ces choses-là se passent tous les jours. Hapag-Lloyd et Maersk, que je sache, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de façon claire ce qu'ils vont faire, en tout cas en ce qui concerne les différents services. On sait que Maersk, ils n'ont jamais eu vraiment une grosse activité sur les ports français, pas sur Marseille, en tout cas pas en direct. Mais on va quand même essayer on a déjà commencé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation en mer Rouge, elle a provoqué une opportunité chez nous, puisqu'il y a plusieurs navires qui sont arrivés, des navires qui font du transbordement, qui sont arrivés sur le port, et des 24 000, donc c'est ce qui est intéressant. Il y a COSCO qui a annoncé un navire de 24 000 qui va arriver sur le port de Marseille, enfin le port de Marseille-Fos. Donc, alors c'est sûr qu'on ne peut pas dire que 2024, ça va être une année formidable, on ne le sait pas, le monde du maritime, c'est un monde qui est très particulier, l'adaptation de l'offre et la demande, mais il faut être toujours très précautionneux sur ce genre de sujet. On ne sait pas comment les choses se passent, et puis on est impacté tous les jours par des choses qui arrivent, qui ne dépendent absolument pas du tout de notre fait, et je pense que on va avoir une année plutôt sur une tendance, on va dire, stabilisée par rapport à 2023, qui était une année difficile déjà. Et on verra sur 2025, évidemment, une fois que la capacité des navires est là, une fois que les différents accords, alliances sont stabilisés, comment est-ce que les armateurs vont positionner leurs navires, sur quel trade, sur quel port, etc. Est-ce qu'ils vont utiliser des feeders, est-ce qu'ils vont utiliser des shuttles, est-ce qu'ils vont utiliser des lignes directes sur nos différents ports? Honnêtement, pour l'instant, je pense que même eux, voilà, ils en discutent. En tout cas, on n'est pas dans le secret, pas à ce niveau d'information. Monsieur Petit-Didier, qu'y a-t-il dans la boule de cristal Mousquetaire Intermarché? Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, mais j'ai quelques petits compléments. Je m'en doutais. D'accord, effectivement, je pense qu'on va aller sur une année de stabilisation. D'accord aussi, on va avoir des taux qui vont descendre, mais sûrement pas au niveau qu'on a connu avant les années Covid. Derrière, par rapport à ces taux, on se rend compte que selon, c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de rating internationale Fitch, qui dit que les surcharges qui ont été facturées par les compagnies maritimes dépassent largement les 50% d'augmentation d'operating cost considérée comme une charge supplémentaire pour les compagnies maritimes. Donc si on se dit que 50% de coûts d'opération en plus liés au détournement Afrique du Sud suite à la crise de la mer Rouge, que malgré tout les compagnies maritimes ont réussi, on va dire, à surfer sur cet effet d'aubaine pour se refaire un petit peu dessous, il faut se rendre compte que les surcharges en question, globalement, tel que c'est évoqué dans la presse spécialisée, c'est des primes de 200 à 500, voire $1000
party use. 1000 $, j'y crois pas vraiment. On va dire que même si on prend 200, vous imaginez un navire, en moyenne, on va dire un navire qui fait 10 000 TUs. Vous avez 200 $ en plus. Ça veut dire que ça fait 2 millions en plus. 2 millions, alors que les navires, effectivement, étaient déjà prévus. Alors certes, il va falloir, c'est ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, il va y avoir besoin de plus de navires pour assurer la continuité des flux avec le périmètre sud-africain. Mais par contre, ces navires sont déjà disponibles puisqu'ils ont été commandés avant. Et donc cette surcharge, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a une économie qui est faite sur le passage du péage de Suez, on va dire de l'ordre d'un demi-million. Il y a certes une augmentation de la bunker, donc le coût du carburant, puisqu'on a un trajet qui est plus long. Mais je pense qu'effectivement, pour les compagnies maritimes, c'est une occasion de réélever avec un prétexte un petit peu fallacieux, faut quand même un petit peu le dire, la cotation tarifaire du fret, sachant qu'effectivement, ils vont se trouver à un autre facteur dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Tout ce qui est environnement, changement des motorisations, nouveaux carburants, ça va générer des coûts qui n'étaient pas forcément prévus déjà dans les coûts des bateaux, des moteurs qui ont pu être changés. On a entendu parler de CMA-CGM qui avait opté pour le GNL, qui était avant-gardiste il y a 4-5 ans, et qui la semaine dernière en Sénat s'est fait un petit peu retoquer en lui disant finalement le GNL c'est même pas durable. Donc on se rend compte qu'effectivement les compagnies maritimes vont avoir des énormes surcoûts et essayent d'anticiper en remontant la valorisation du coût du fret. Ceci étant, aujourd'hui, ce que veulent les chargeurs, c'est de la prévisibilité de tarifs, de la prévisibilité de ponctualité. Et aujourd'hui, les tarifs, ils ont augmenté, mais la ponctualité, si je ne m'abuse, janvier-février, on est toujours à 50%. On était péniblement revenu à 65% fin novembre, début décembre. Sachant qu'on était vers 25% au moment du Covid. 25% seulement? Oui, mais 80% avant le Covid, enfin. On est d'accord. Et là, on est tombé à 50. Et là, on est à 50. C'est-à-dire qu'on a effectivement, il y a eu une amélioration. On est remonté des 25 à un taux qui était le top de l'année dernière. Je crois que ça a été 65%. Mais là, en un mois, on est redescendu. C'est-à-dire 65% des bateaux arrivent à l'heure, quoi, en gros. C'est ça. Et donc, avec une durée de retard qui s'augmente, 6 jours de retard, avec des COD, des Change of Destination, qui deviennent très, très, très importants. Moi, j'ai des exemples de transit time qui dépassent les 90 jours, avec des bateaux qui montent jusqu'au Rotterdam avant de redescendre en Méditerranée, et encore qui vont se promener au Pirée. Donc, effectivement, les compagnies maritimes essayent de remplir tous leurs navires au maximum. Donc, elles font des escales qui n'étaient pas prévues, en tout cas dont on n'était pas au courant au départ. Ça rallonge le transit time, et on se retrouve avec cette difficulté. Et ça va continuer. C'est bien le point de l'alliance, de la nouvelle alliance Maersk-Hapag. C'est leur propos de dire voilà, nous, notre objectif principal dans notre réorganisation qui va en fait découpler les services qui étaient des services point-point vers des services avec des transbordements, d'avoir un taux de ponctualité supérieur à 90%. Bon, je pense que beaucoup de choses à discuter sur ce point-là, mais voilà, c'est leur point de restaurer de l'efficacité opérationnelle et de la ponctualité, qui fait gravement défaut aujourd'hui. Rapidement. Il y a une double volonté en fait des compagnies maritimes. Aujourd'hui, elles ont effectivement toute l'intention d'amener plus de fiabilité pour récupérer du client, parce qu'il faut du client pour payer cette transformation conjoncturelle, enfin liée à l'environnement durable, changement des moteurs, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte en tant que chargeur, c'est extrêmement difficile d'obtenir dans les tenders, donc les appels d'offres, dont la période va bientôt s'achever, même pour les derniers signataires. C'est très difficile d'essayer d'obtenir un taux all-in tout en ayant une indication précise et un engagement sur la surcharge. J'invente de 200, de 300 $ et je la retire dès que les outils arrêtent de taper. Même ça, on a du mal à l'obtenir. Donc les taux, on va les baisser, mais c'est très, très, très laborieux. Madame Louis. Non, juste un mot pour dire que, voilà, devant tous ces changements, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau portuaire, nous,
on souhaiterait quand même essayer de participer à ce changement et à récupérer un maximum de trafic en comparaison à nos concurrents, que ce soit les ports du Nord ou les ports méditerranéens. Donc pour cela, autant que port, on travaille en collaboration avec les armateurs, mais aussi avec d'autres clients pour travailler sur les questions de soudage, sur les questions de branchement à quai, sur des questions qui sont liées l'offre multi-énergie du port de Marseille. Absolument, sur l'offre multimodale, sur toutes ces questions-là, elles sont super importantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les autres ports, évidemment, ils sont bien avancés aussi sur ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, un port, pour pouvoir rendre attractif l'arrivée d'un 24 000 ou même d'un 17 000 qui est full, il faut être capable de l'inscrire pour que l'armateur puisse s'inscrire dans le cadre de sa rotation. Il faut être capable de lui offrir tout ce qu'il faut pour que l'escale puisse se passer évidemment dans de bonnes conditions. Donc au port de Marseille, on a une offre GNL qui a été mise en place pour les navires de croisière, qui a pu en 2023, mais aussi depuis le début de l'année, faire bénéficier du soudage pour des 24 000 TU, de grands armateurs, des alliances, etc. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont super importants. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'opportunités. Évidemment, on le sait que des fois, quand il y a des difficultés comme ça impacte certains maillons de la chaîne, mais ça peut aussi être une opportunité pour pouvoir récupérer ces flux-là. Et nos concurrents, ils ne dorment pas sur leur laurier. Bien au contraire, ils sont très, très actifs pour pouvoir récupérer un max de trafic. Et en tout cas, voilà, nous, on y travaille. J'ai vu que vous aviez signé un accord, c'est peut-être pas ça, avec EDF, pour développer le courant quai. Il y avait un papier dans le Moniteur ou les Échos hier. Il y a le Sénac, il y a le branchement à quai. Le port de Marseille a été pionnier sur le branchement à quai. Depuis 2017, on branche les ferries. Et évidemment, on a un plan d'investissement sur ces questions de branchement à quai, notamment sur les navires de croisière à partir de 2024. Déjà, sur la partie passager, on a la possibilité de brancher 5 navires à quai. Et puis sur la partie croisière à partir de 2025. Et les porte-containers, un jour. Et les porte-conteneurs, évidemment, sur les bassins Est, puisqu'il y a 2 bassins sur le port de Marseille. Donc les porte-conteneurs qui sont plutôt dédiés au short sea sur les bassins Est. Et évidemment, on travaille avec les manutentionnaires et d'autres partenaires pour pouvoir développer l'offre de branchement à quai et pour pouvoir être en ligne avec la réglementation qui imposera de toutes les façons le branchement à quai à partir de 2030. Ce qui impose une certaine puissance en termes de production. Merci mesdames, merci monsieur, on n'a plus le temps pour les questions. L'autre débat arrive, il patiente derrière. Merci à vous. À bientôt. Tout à l'heure, débat en ma compagnie sur les C2E et le projet Remove. Bon appétit.